pour toi. Aujourd'hui, on lit pour toi Les As de l'info et Québec Science. Une fusillade a eu lieu à Montréal. Un texte de Camille Lopez paru le 22 juin 2026 dans les As de l'info. Une fusillade a eu lieu dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal lundi. 3 personnes ont malheureusement perdu la vie dans cet événement, dont le tireur. Il n'y a plus de danger. Voici ce que l'on sait pour le moment. Un matin difficile à Montréal. À 11h35 lundi, des gens ont appelé le service de police de la ville de Montréal, SPVM, pour signaler qu'un homme armé avait été aperçu à la fenêtre d'un hôtel à Côte-des-Neiges. On ne sait pas encore exactement tout ce qui s'est passé par la suite. Ce qu'on sait, c'est qu'un homme armé a malheureusement tué un citoyen et un agent de police. Il a aussi blessé 2 personnes, dont une policière qui est maintenant à l'hôpital. Sa vie n'est pas en danger. On sait aussi que les policiers ont abattu le suspect vers 14 heures et qu'ils pensent qu'il a agi seul. Ça veut dire qu'ils ne cherchent pas de deuxième suspect. Le quartier protégé. Sur l'heure du midi, les Montréalais qui habitent près de la Seine ont reçu une alerte sur leur téléphone pour leur dire de rester prudents, de s'éloigner des fenêtres et de barrer les portes. L'accès au quartier a rapidement été limité pour assurer la sécurité des résidents. Des routes ont été bloquées et le service du métro a été mis sur pause. En après-midi lundi, l'accès à plusieurs secteurs de Montréal était toujours restreint. Attention aux rumeurs. Les policiers sont toujours sur place et l'enquête vient tout juste de commencer. On ne connaît donc ni l'identité du suspect, ni les raisons de son geste. Et ça ne sert à rien d'essayer de le deviner. Les journalistes des As attendent que les autorités fournissent plus de détails. On te rappelle que ce type d'événement est rare au Canada. La situation est terminée. Tu n'es pas en danger. Si cette nouvelle te cause de l'anxiété, de la peur ou de la tristesse, n'hésite pas à en parler à tes parents ou à un autre adulte en qui tu as confiance. Et rappelle-toi, si tu lis ou entends quelque chose qui te trouble, tu as le droit de te retirer ou d'arrêter ta lecture et d'aller voir un adulte. Tu peux aussi en parler à un intervenant de l'organisme Tel Jeune par téléphone au 1-800-263-2266 et par texto au 514-600-1002. Et toi, quand tu lis ce genre de nouvelles, que ressens-tu? La fonte des glaciers dévoile des secrets archéologiques. Un texte paru le 17 novembre 2022 dans le magazine Québec Science. L'archéologie glaciaire dévoile de nouveaux secrets et nous permet de voir autrement la vie des hommes préhistoriques en haute montagne. Tu as peut-être déjà entendu parler d'Ötzi. Ötzi, c'est le surnom qu'on a donné à la dépouille momifiée d'un chasseur, mort il y a 5000 ans. Il a été découvert dans un étonnant état de préservation dans la glace des Alpes en Autriche, à plus de 3000 mètres d'altitude. Son corps, parfaitement conservé,
a été découvert par hasard par des randonneurs en 1991. Or, de récentes découvertes bouleversent tout ce qu'on croyait savoir sur cet homme préhistorique. En effet, les archéologues pensaient que le corps momifié avait été conservé dans la glace pendant tout ce temps. Ils pensaient surtout qu'à cette époque, les hommes préhistoriques ne s'aventuraient pas dans la haute montagne et que cette découverte était donc une exception. Mais l'archéologie glaciaire a considérablement évolué depuis une vingtaine d'années. Cette discipline scientifique, relativement récente, a comme objectif de collecter et étudier les vestiges qui émergent des glaciers. Ce sont en général des objets, voire des ossements, qui ont été préservés dans un état exceptionnel grâce aux conditions de congélation. Revenons à Otzi. À cause de son état de conservation, on croyait qu'il était mort durant l'hiver et qu'il avait été rapidement recouvert de neige qui s'était transformée en glace. Bref, il aurait été congelé promptement après son décès. Mais les avancées de l'archéologie glaciaire ont permis de mettre en lumière de nouveaux éléments. Près du corps d'Otzi ont été retrouvés un fruit qui ne mûrit qu'en été, des céréales dans ses vêtements ainsi que du pollen dans son côlon. Otzi serait donc plutôt mort pendant l'été. L'état de conservation est différent entre la partie supérieure et la partie inférieure de son corps. Il est donc peu probable qu'il ait été conservé entièrement dans la glace. Comme il a été retrouvé loin de ses affaires, on suppose qu'il est mort dans la neige printanière, plus haut dans la montagne. Son corps a ensuite été emporté par l'eau de fonte de la neige jusque dans la ravine. Depuis la découverte d'Otzi, des centaines d'autres objets parfois vieux de 6500 ans ont aussi été découverts dans les glaciers. Des chaussures, des vêtements en cuir, des équipements de chasse et des paniers tressés. Les hommes préhistoriques s'aventuraient donc dans la haute montagne pour chercher des matières premières comme des cristaux. Les découvertes de la sorte sont de plus en plus nombreuses. En effet, les glaciers alpins fondent et continuent de perdre du terrain à cause du réchauffement climatique. Sans se réjouir de ce phénomène, les chercheurs reconnaissent que la fonte des glaciers crée l'occasion de combler des lacunes dans notre compréhension de la vie à cette époque, surtout en haute montagne. Il ne serait pas surprenant que d'autres momies soient découvertes dans un proche futur. Il n'est pas possible pour les archéologues de se déplacer sur tous les glaciers. Ce sont alors souvent des randonneurs qui trouvent ces fameux vestiges par hasard. Ouvre bien les yeux si tu parcours les glaciers. Après avoir entendu tant de merveilles, est-ce que tu rêves de devenir archéologue toi aussi? Simon Wendat, un livre d'aventures et de voyages dans le temps. Un texte de Caroline Bouffard, paru le 22 juin 2026 dans les As de l'Info. Après nous avoir raconté les aventures des jumeaux Innu, Léon et Héloïse dans la série de romans Niche, Isabelle Picard change d'univers. Dans Simon Wendat, son nouveau héros nous fait voyager dans le temps. Mais à nouveau, la réalité des peuples autochtones est au cœur de l'histoire. L'autrice nous présente Simon et nous fait des suggestions de lecture pour participer au défi « Je lis autochtone ». Isabelle, avec Simon Wendat, tu amènes les lecteurs dans une aventure fantastique. Parle-moi de cette nouvelle série.
C'est l'histoire de Simon, qui est Wendat comme moi. Mais il ne vit pas dans sa communauté à Wendake. Il habite en ville. Un jour, il doit préparer un exposé oral sur les Iroquois. Sa mère lui donne une boîte remplie d'objets qui pourraient peut-être l'aider. Il fouille et découvre une carte magique. C'est le titre du premier livre. Avec son cousin Antoine, qui vit à Wendake, Simon essaie de comprendre d'où vient cette carte et où elle mène. Sais-tu déjà ce qui va arriver dans le deuxième livre de la série? Oui, le deuxième livre est déjà écrit et il va sortir en novembre. C'est là qu'on va comprendre que Simon a découvert quelque chose de vraiment particulier. Un lieu magique qui le mènera vers d'autres époques. Les lecteurs vont faire des liens avec ce qu'ils étudient à l'école. Les Iroquois, les Algonquins, les maisons longues. J'avais envie que les enfants en apprennent plus, mais ce n'est pas un cours, c'est une aventure. Avec Simon et son cousin, on entre dans un mode de vie d'une autre époque. On découvre des choses, on suit des indices. C'est très amusant. Mais c'est souvent comme ça qu'on apprend le mieux, en s'amusant. Exactement. Il y a plein de belles valeurs qui viennent avec le mode de vie autochtone qu'on présente dans les livres d'histoire. Le respect de l'environnement, des aînés, une certaine façon de vivre. J'avais envie de montrer tout ça. Simon va vraiment être au cœur de l'action. Cette année, tu es la porte-parole d'une campagne qui s'appelle « Je lis autochtone ». Qu'est-ce que c'est? Je lis autochtone existe depuis 6 ans. L'objectif est d'encourager les non-autochtones à découvrir des livres écrits par des auteurs autochtones. Ça se déroule chaque année au mois de juin, le mois national de l'histoire autochtone. Quoi de mieux que les livres pour raconter des histoires, faire découvrir des cultures et des imaginaires? Et cette année, c'est la littérature jeunesse qui est à l'honneur. Voici 3 livres autochtones recommandés par Isabelle. Jocelyn Sioui, Tête pleine de feuilles. J. Objic et Cossi Auster, Kaboom. Décollage. Shirley, une histoire de pensionnat indien, écrit et illustré par Joanne Robertson, avec Shirley Fletcher Horn. Ta série de romans niche va être adaptée à la télé. On pourra voir ça quand? Le tournage est terminé. Niche sera diffusé en ligne sur Tout TV cet automne et à la télévision à l'hiver 2027. J'ai vu les 2 premiers épisodes. Je suis extrêmement fier du résultat. Est-ce que tu travailles sur d'autres projets jeunesse? Oui, je dirige un livre de courtes histoires écrites par des auteurs autochtones. C'est pour les jeunes de 8 à 12 ans. Il devrait sortir cet automne. Je suis vraiment contente parce que nous avons des auteurs issus de 8 Premières Nations différentes. Il y a même une autrice métisse du Manitoba. J'ai lu tous les textes et il y en a vraiment pour tous les goûts. Des légendes, des histoires qui se passent dans le futur, etc. Comme c'est court, c'est une belle façon de donner la piqûre de la lecture à ceux qui aiment moins lire. Concours! Cours la chance de gagner le livre Simon Wendat, La carte magique. Pour participer, invente une aventure qui pourrait arriver à Simon Wendat quand il voyage dans le passé. Écris ton idée dans les commentaires. Le tirage aura lieu le 29 juin. Bonne chance! Se tenir sur 2 pattes.
Un texte paru le 28 octobre 2022 dans le magazine Québec Science. Eh non! Se tenir en permanence sur ses deux jambes n'est pas unique aux humains. Plusieurs dinosaures le faisaient. Les oiseaux le font encore. Les kangourous aussi. Des études paléontologiques récentes montrent que la bipédie aurait même émergé chez d'autres groupes de primates que le nôtre. Tu as sûrement déjà observé des gorilles se mettre debout momentanément et se cogner la poitrine. King Kong n'est pas le seul à le faire. D'autres familles de singes peuvent aussi se tenir sur leurs deux jambes. Mais jamais de façon permanente comme nous, les humains. Il existe deux grands groupes de singes. Les hominoïdes, qu'on appelle aussi les grands singes, et les cercopithècidés, qu'on peut désigner comme les petits singes. Nous faisons partie du groupe des grands singes, avec notamment les chimpanzés, les gorilles et les orang-outans. Les petits singes regroupent plutôt les babouins et les macaques. La grande différence entre ces deux groupes est l'absence de queue chez les hominoïdes. Une autre particularité est l'émergence de la bipédie. La capacité à se tenir sur deux pattes seulement chez certains grands singes. Chez l'être humain, cette bipédie est permanente. Nous sommes capables de tenir sur deux pieds en tout temps. C'est ce qu'on appelle la bipédie de posture. Les autres grands singes peuvent se tenir sur deux pattes, mais ce n'est pas leur posture permanente. Ils utilisent surtout cette posture pour observer au loin ou se déplacer. C'est ce qu'on appelle la bipédie occasionnelle. Cette capacité à se tenir debout sur deux pattes est un avantage évolutif. Elle permet effectivement d'élargir son champ de vision en ayant la tête plus haute, ce qui peut faciliter la surveillance de potentiels prédateurs ou pour la chasse. Et surtout, elle libère les mains et permet de tenir ou de manipuler les objets. On pensait jusqu'alors que l'émergence de la bipédie était exclusive aux grands singes. Des découvertes récentes ont montré que cette caractéristique s'est peut-être retrouvée dans au moins un groupe de petits singes, les Paradolicopithecus. Cette espèce aujourd'hui éteinte était proche des babouins. En observant le fossile de ce primate, les chercheurs ont trouvé que les articulations de la cheville ressemblaient à celles de l'Hominidés Australopithecus, qui se déplaçait en position bipède. L'hypothèse avancée est donc que Paradolicopithecus se déplaçait aussi sur ses deux pattes arrière. Une piste d'explication à l'émergence de la bipédie dans ce groupe de singes réside dans l'environnement dans lequel il résidait. Il vivait dans une région de la Grèce actuelle où les ressources étaient rares. Il devait donc se déplacer sur de longues distances pour se nourrir. La bipédie les a alors aidés à se déplacer sur de plus grandes distances pour subvenir à leurs besoins. Et toi, es-tu fier d'être un membre de la bipédie? Fini les boissons énergisantes pour les jeunes au Québec. Un texte de Aganog, stagiaire, paru le 16 juin 2026 dans les As de l'Info. C'est maintenant officiel. Au Québec, les jeunes de moins de 16 ans ne pourront plus acheter de boissons énergisantes. L'Assemblée nationale a adopté cette nouvelle loi le 11 juin. Le Québec devient la première province au Canada à interdire la vente des boissons énergisantes aux jeunes. Mais
qu'est-ce que ça change vraiment? La nouvelle loi entrera en vigueur dans 6 mois. Ça signifie qu'à partir du 11 décembre 2026, tu ne pourras plus acheter de boissons énergisantes. C'est la nouvelle règle au Québec. À partir de cette date, il faudra montrer une pièce d'identité qui prouve qu'on a au moins 16 ans pour acheter une canette de Red Bull ou de Gourou. La loi vise les boissons qui contiennent beaucoup de caféine et d'une substance appelée taurine. Et si un magasin vend une boisson énergisante à un enfant en dessous de l'âge autorisé, ce magasin risque une amende pouvant aller jusqu'à 62 000 $. En quoi c'est mauvais pour les jeunes? Même si on ne s'en rend pas compte, une petite canette de boisson énergisante peut être dangereuse pour toi. Ces boissons contiennent beaucoup de caféine et de sucre, des stimulants qu'il vaut mieux éviter de consommer en trop grande quantité à ton âge, car ton corps et ton cerveau sont encore en train de grandir. Voilà ce qui peut arriver si un enfant en boit trop. Difficulté à dormir. La caféine peut t'empêcher de bien te reposer. Un cœur qui bat plus vite ou une sensation d'être très excité. Tu peux ressentir de la nervosité, de l'agitation ou de l'anxiété. Tu peux avoir mal à la tête ou te sentir mal. Certaines personnes peuvent aussi avoir mal au ventre. Pourquoi prendre cette décision maintenant? La consommation de boissons énergisantes chez les jeunes du secondaire a presque doublé entre 2016 et 2023. Le 12 janvier 2024, un garçon de 15 ans, Zachary Miron, est malheureusement décédé après avoir bu une seule canette de Red Bull lors d'une sortie de ski. Il prenait également des médicaments pour son TDAH et le mélange des deux substances a fait en sorte que son cœur a arrêté de battre. Si tu veux en savoir plus, tu peux lire cet article. La famille de Zachary a demandé aux politiciens d'agir. Ils ont accepté afin d'éviter qu'un autre drame similaire survienne. Et toi, qu'en penses-tu? Es-tu d'accord avec l'interdiction des boissons énergisantes pour les moins de 16 ans? Crème solaire et coraux ne font pas bon ménage. Un texte paru le 18 août 2022 dans le magazine Québec Science. La crème solaire nous protège des effets néfastes du soleil, mais elle serait toxique pour les animaux marins comme le corail. Des chercheurs tentent de comprendre comment les composants de nos crèmes solaires dégradent peu à peu les récifs coralliens. Nous avons le réflexe de nous mettre de la crème solaire dès que nous allons à la plage. Pourtant, certains pays, comme la Thaïlande, commencent à interdire l'utilisation de la crème solaire afin de protéger la faune et la flore marine. En effet, la crème solaire participerait à la destruction des coraux. Qu'en est-il réellement? Des chercheurs de l'Université de Stanford, aux États-Unis, ont tenté de comprendre le mécanisme lié à cette possible toxicité et ont publié leurs résultats en mai 2022. Pour cela, ils ont étudié un composé en particulier, l'oxybenzone, qu'on retrouve dans la majorité des crèmes solaires. L'oxybenzone joue le rôle de filtre chimique. Il absorbe les rayons UV, ultraviolets du soleil, protégeant ainsi la peau. Pourtant, au contact des coraux,
l'oxybenzone est dégradé en plusieurs autres molécules qu'on appelle radicaux libres. Or, ces radicaux libres deviennent toxiques pour le corail dès qu'ils sont exposés au soleil, et uniquement dans ce cas. Ces résultats, obtenus en laboratoire, montrent les effets néfastes de l'oxybenzone sur les coraux. Mais qu'en est-il dans les conditions réelles? Tout d'abord, il faut tenir compte que les résidus de crème solaire sont énormément dilués dans l'immensité de l'océan. Les quantités d'oxybenzone au contact des coraux sont donc minimes. En revanche, si les coraux sont exposés sur le long terme, il n'est pas impossible que ce composé puisse leur nuire, même à de très faibles concentrations. Enfin, cette guerre contre la crème solaire cache un problème plus profond, celui du réchauffement des océans et de leur acidification. Les coraux vivent en symbiose avec des algues microscopiques avec lesquelles ils échangent des nutriments. Ce sont elles qui donnent ces belles couleurs aux coraux. Et elles les protègent aussi des toxines, dont les radicaux libres de l'oxybenzone. Or, ces algues disparaissent avec la hausse de température des océans. C'est ce qu'on appelle le blanchiment des récifs coralliens. En quittant les coraux, les algues les privent de leur couleur, mais aussi d'une protection efficace contre les agressions extérieures. L'oxybenzone a alors le chemin libre pour agresser les coraux et les détruire. En attendant de trouver des alternatives qui respectent l'environnement, tu peux donc garder ton tube de crème solaire. C'est important de protéger ta peau. Alors toi, est-ce que tu vas continuer à utiliser ta crème solaire? C'était Gilbert. À une prochaine lecture. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à Gilbert, Christiane, Louise, Mathieu et Carlo. On se retrouve la semaine prochaine.